Bienvenue dans cette émission du 12 janvier 2026 de cette Web TV sur laquelle je vous présente une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en rappelant que c'est grâce aux abonnés et donateurs de cette chaîne qu'il est encore possible de faire des émissions. Je les en remercie du fond du cœur. Alors c'est aussi l'émission de reprise de l'année civile après la pause traditionnelle des confiseurs, au cours de laquelle nous nous sommes intéressés à des contenus neuropositifs, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et il est de circonstance évidemment de nous présenter mutuellement des vœux pour la nouvelle année. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du pré-générique du film Une année difficile de Toledano et Nakache, qui s'ouvrait sur une hilarante compilation des vœux présidentiels de Pompidou à Macron, et où au fond chaque président disait « Nous sortons d'une année difficile, l'année passée a été rude, mais tous mes bons vœux, c'est le temps de faire preuve d'audace, nous allons y arriver, gardons courage », mais d'année en année, évidemment que les années qu'ils nous infligent à l'extérieur sont difficiles. Marie-Estelle Dupont rappelait avec la sagacité qui est la sienne que ça fait à peu près 50 ans qu'on nous explique qu'on est en crise, en Occident. Seulement 50 ans, ça n'est plus une crise, c'est un système. Et évidemment que tant que nous sommes engoncés dans un système dont la finalité réelle est de générer en permanence cet état de crise, eh bien nous aurons beau nous partager tous nos bons vœux à l'extérieur, il est probable que cela continue à rester lettre morte. Alors cela ne m'empêche pas de vous souhaiter le meilleur, en tout cas dans votre vie intérieure. À l'extérieur, je redoute qu'il faudra être patient, mais j'aimerais aussi partager avec vous ce constat personnel, qui n'engage que moi, je peux me tromper, mais qui relève au fond d'une vision très pessimiste, oui, j'ose le partager, à court terme. Mais malgré tout, relativement optimiste à moyen et long terme. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à cette distinction fondamentale qu'a proposée Michel Maffezoli entre la puissance et le pouvoir. Dans une société donnée, la puissance est toujours du côté du peuple. C'est le peuple qui détient, par nature, inévitablement la puissance. Et puis, il y a des pouvoirs institués qui exercent le pouvoir, quand tout va bien, par délégation du souverain qui est le peuple. Et puis il existe des moments où les pouvoirs et les puissances et la puissance sont relativement bien ajustés, superposés, et des moments, cela se produit de manière répétée dans le cours de l'histoire des sociétés, où le pouvoir, en quelque sorte, devient piloté par son propre intérêt ou sert d'autres intérêts que celui de la puissance populaire, et donc on entre dans ce décalage entre le pouvoir et la puissance. Or aujourd'hui, force est de constater que tout est verrouillé dans nos pays au niveau des systèmes de pouvoir. Il n'y a plus aucune possibilité de résister à la course en avant hypermoderne, transhumaniste, de plus en plus totalitaire, une société de contrôle, une société extrêmement oppressive et promouvant en quelque sorte une vision aliénée de l'être humain. Et plus rien, disais-je, à l'intérieur des systèmes de pouvoir ne peut contenir cette fuite en avant. Ni les assemblées parlementaires, ni les gouvernements eux-mêmes, ni même le système judiciaire, ni les médias, ni les universités, ni les institutions sociales, ni les acteurs sociaux ne peuvent agir, actionner aucun levier au niveau des systèmes de pouvoir. Tout est verrouillé, il y a une absence que vous aurez observée comme moi de contre-pouvoir. C'est-à-dire que précisément toutes ces institutions sociales au sens anthropologique qui sont censées être des contre-pouvoirs, comme la presse. Étienne Chouard rappelait fort à propos que le rôle premier de la presse n'est pas d'informer, c'est de déranger le pouvoir. C'est cela, sa fonction, son éthique et son essence. Et dans un système comme le nôtre, où les médias ne font plus que servir les intérêts du pouvoir, aussi déliquescents et toxiques soient-ils pour le collectif, évidemment que nous ne sommes pas face à une presse digne de ce nom, mais toutes les institutions sociales sont en train de défaillir. Évidemment que nous ne vivons pas dans des démocraties. Qui peut encore imaginer que le peuple dans nos différents pays ait son mot à dire, hors de jouer à des simulacres de démocratie comme des élections, mais qui débouchent sur une seule constante, rien ne peut changer face à ceux qui détiennent réellement le pouvoir dans nos sociétés.
Et quant à l'état de droit, il est en lambeaux. Il serait sans doute excessif de dire qu'il n'existe plus, mais il est en lambeaux, donc il n'est plus stable, il n'est plus fiable. On va pouvoir tomber parfois sur des juges qui conservent un sens de l'indépendance de la justice et du sens du droit de la justice, mais il y a évidemment aussi tout un écosystème favorisant la corruption d'une part, et simplement la duplicité, le conformisme, et donc une extension du système de pouvoir à travers la justice. Et il est bien sûr épuisant d'être au front dans une lutte face au système de pouvoir dès lors que la réalité est falsifiée. Se présenter à une élection aujourd'hui, mais à quoi ça rime dans un système qui empêche de manière systémique le fait qu'aucune élection puisse changer quoi que ce soit? Et j'ai vu bien sûr des personnes aimées et respectées s'épuiser en pétition, en référendum, se présenter à des élections, actions civiques ou politiques, mais nous ne sommes plus en démocratie, cela ne fonctionne plus. À titre personnel, j'ai annoncé que je prenais du recul, que je me retirais du front, et j'observe qu'un nombre important de résistants historiques font de même, progressivement. Pierre Barnarias, par exemple, dont le travail journalistique a été admirable tout au long de cette crise, parce qu'il a osé sortir du consensus et poser des bonnes questions avec un prix énorme qu'il a eu à payer à titre personnel, vient d'annoncer qu'il se retirait de ce type d'activité pour se consacrer à d'autres. D'admirables militantes romandes, Michel Caillé et Frédéric Giacomoni, viennent par exemple, et Dieu sait si elles ont mené des combats politiques et civiques de grande importance, mais voués à l'échec, viennent de créer une nouvelle fondation, Temisia Gioia, la justice et la joie, en disant voilà, puisque le front du pouvoir est bloqué, il convient de repasser par la puissance. Et voyez comme elles le disent joliment, face à cette crise, les réponses habituelles, discours politiques, appels moralisateurs, débats intellectuels ne suffisent plus. Il manque quelque chose d'essentiel, une vision qui répare l'humain dans sa totalité, corps et esprit, droit et vie, conscience et action. Alors bien sûr, pour nous tous, il ne s'agit pas d'une démission, c'est pas que nous renoncions d'une quelconque manière, nous changeons de niveau. En ce qui me concerne, je dois aussi constater qu'il existe aujourd'hui un écosystème de médias indépendants extrêmement fourni, avec peu de moyens, mais énormément de créativité et de compétences. On peut bien sûr penser, entre autres, je m'excuse de tous ceux que je ne mentionnerai pas, à Toxin Média et France Soir en France, à BAM et Kairos Presse en Belgique, à Antithèse, l'Impertinent Média, Essentiel News en Suisse romande, etc., et qui font ce travail d'aller au front quant à tous les événements qui se déroulent dans le monde contemporain. En ce qui me concerne, j'ai donc choisi de refocaliser mon effort pour travailler au niveau de la puissance et pas du pouvoir. Bien sûr, il convient de dire le réel, il convient de rappeler les principes, et notamment les principes de la normalité. Non, il n'est pas normal de dire aux médecins comment ils doivent se comporter avec leurs patients de la part d'une autorité politique. Vous voyez, c'est le rappel de la normalité. Mais aujourd'hui, il convient de procéder autrement. Je suis pessimiste à court terme. Je crois qu'on va à grande vitesse vers le crédit social, vers la surveillance totale, vers le fait que toutes les transactions financières soient surveillées en permanence. Toutefois, je vois des motifs qui nourrissent mon espérance. D'abord, il y a une réelle évolution des consciences, spectaculaire même. Le décloisonnement de la détention de l'information par une caste de sachants, et notamment tous les contenus qui circulent sur les plateformes en ligne, malgré tout, crée un décloisonnement qui fait que toute personne peut accéder à une information de qualité sur quelque sujet que ce soit. Bien sûr, on voit la tentative et la tentation de la censure des pouvoirs en place, mais néanmoins, ce décloisonnement s'est produit et surtout il travaille à beaucoup d'endroits qui ne sont pas ceux que redoute le pouvoir, alors même que c'est là que se construit la puissance opérante qui va pouvoir renverser les choses autrement. Pour le dire peut-être d'une autre manière, l'Union soviétique a commencé à tomber quand la jeunesse russe aspirait à avoir des jeans, à écouter du rock'n'roll. Ça n'est pas une boutade. Le moment où ce shift
sociologique s'est produit, socioculturel, il y a quelque chose qui est devenu inarrêtable. Et regardez tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur les plateformes en ligne autour du thème de la santé. Comment prendre soin de sa santé? Tout ce que la science produit aussi d'intègre et de véridique sur l'importance du microbiote, l'importance de l'hygiène de vie, l'importance des pensées, l'importance de se protéger du flux médiatique désespérant et visant à générer un sentiment d'impuissance. Regardez tout ce qui circule au niveau de la psychologie humaine, de l'éducation, de la sexologie. On parle aujourd'hui beaucoup mieux et de manière beaucoup plus profonde d'un ensemble de sujets à l'encontre de cette impression que beaucoup d'intellectuels ont d'un abrutissement du monde. Peut-être qu'il y a une apparence d'abrutissement général, mais dans les faits, la parole circule, s'ouvre et informe de multiples manières et surtout d'une manière qui n'est plus arrêtable. Et en fait, souvenons-nous que la partie est gagnée quand l'écart entre le pouvoir et la puissance devient intenable. Et à mon sens, c'est exactement ce vers quoi nous nous dirigeons. Bien sûr, les populations sont aujourd'hui dans nos pays dans ce que Henri Laborie, le grand neurobiologiste, a appelé l'impuissance apprise. Vous connaissez probablement l'expérience. Vous mettez un rat ou un chien dans une cage où il va recevoir des décharges électriques. S'il a la possibilité de faire quelque chose, d'aller dans un autre compartiment, d'appuyer sur un levier qui interrompt les décharges électriques, il va rester en pleine santé, motivation et vitalité. Mais si vous le mettez dans un système où il ne peut rien faire pour échapper au choc, à ce moment-là, il entre dans un état d'abattement, dans un état de résignation, dans un état d'impuissance apprise. Et c'est exactement l'état dans lequel sont nos sociétés aujourd'hui. Alors cette chaîne, depuis le début, a une vocation salutogène, entretenir la santé. Premier vecteur de salutogène, c'est l'intelligibilité, éclairer les phénomènes, les situations, pour qu'on s'y repère avec beaucoup plus de clarté que ce que la bouillie médiatico-politique veut nous faire croire au sujet de la réalité des phénomènes. Mais je veux aussi que cette chaîne soit un espace de lucidité et de confiance quant à ce changement de monde qui est déjà en cours. Il se produit et on peut en repérer les signes à de multiples interstices et carrefours de la vie sociale. Alors, je suis en train, bien sûr, de continuer à travailler cette nouvelle proposition. Il ne s'agira pas du tout de délaisser les sujets qu'il importe de traiter par ailleurs, mais peut-être beaucoup moins au front et dans la réactivité journalistique, ce qui est journalier, ce qui change d'un jour à l'autre, mais d'essayer de toujours mettre en lumière les lignes de force, les lignes de fond, les mouvements de fond de ce que nous évoquons ici. Je vais dans un premier temps, dans les semaines qui viennent, vous proposer une série que j'appellerais l'archipel des dissidents. Il s'agit de mettre à l'honneur des figures exemplaires, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui, en montrant le traitement scandaleux qu'elles subissent de la part des autorités en place lorsqu'elles gardent de l'intégrité et cherchent à jouer un rôle positif à l'échelon collectif. On se souvient de cette phrase terriblement prémonitoire d'Alexandre Solzhenitsyn, le grand dissident soviétique, qui disait il avait très bien vu les choses, à l'avenir les dissidents seront à l'ouest. Là où nous pensions à l'époque être le camp de la liberté, le camp de la libre entreprise, l'espace démocratique, lui avait très bien vu que cette illusion ne tenait que parce qu'il y avait l'Union soviétique en face, mais qu'une fois que l'Union soviétique serait effondrée, à ce moment-là, cette illusion laisserait la place au constat du fait que nos sociétés n'ont rien à voir avec des démocraties. On se souvient aussi qu'il a intitulé son grand texte « L'archipel du goulag ». Pourquoi ? Parce qu'il disait, au fond, dans la société soviétique, il y avait une apparence de normalité, faite de beaucoup de conformisme, de routine. Les gens, évidemment, se retenaient beaucoup par rapport aux risques que faisait courir le fait d'oser s'opposer au pouvoir, mais il y avait à l'intérieur de cette normalité immuable tout un ensemble de réseaux, de trajectoires, de centres, un archipel constitué de tous les endroits par lesquels passaient les zèques, les déportés, les réprouvés, ceux sur qui le système autoritaire avait mis la main au collet un matin en disant « toi, tu ne peux plus fonctionner dans la société » pour les faire partir vers
ces camps de travail absolument horribles, vers des prisons dans lesquelles ils restaient entassés. Et Solzhenitsyn raconte comment, par exemple, des convois de zèques dans des wagons à bestiaux, fermés à clé, traversaient les villes où les gens vivaient normalement en transhumance d'un tribunal à un camp, d'un camp à un autre, et qu'au fond, il y avait tout à l'intérieur de ce gigantesque système, comme cela, un archipel constitué d'une multitude d'îles et de transports entre les différentes îles. Et dans notre société actuellement, nous sommes face à un archipel des réprouvés. Il y a tout un ensemble de personnes qui, parce qu'elles ont été intègres, parce qu'elles ont été courageuses, parce qu'elles ont osé s'exprimer, parce qu'elles ont pris la responsabilité de ne pas se soumettre, subissent aujourd'hui un traitement qui est celui de réprouvé, qui est celui de dissident. Et cela atteint des proportions absolument semblables et comparables en gravité, en intensité, à ceux des systèmes totalitaires. C'est exactement ce que je vais vous montrer au cours de cette série. Alors, rappelons-nous aussi que les dissidents d'aujourd'hui sont les phares de demain. Ces grands dissidents qui ont été impitoyablement combattus par les sociétés qui les avaient identifiés comme tels. Pensons bien sûr à Solzhenitsyn ou à Sakharov, mais aussi à Nelson Mandela, à Wole Soyinka, le grand romancier qui a fini par recevoir le prix Nobel de littérature, mais a été incarcéré pendant 2 ans au Nigeria. Pensons à Václav Havel, pensez à José Mujica en Uruguay. Et donc ces gens qui ont, comme ça, servi de bouc émissaire et de cible de l'agressivité totalitaire, en même temps, étaient ceux qui étaient porteurs des espérances et qui, une fois que le système est tombé, ont été portés au poste de responsabilité avec toute l'éthique qu'ils avaient construite à travers l'épreuve. Et au fond, le fait qu'aujourd'hui les figures que je vais aborder et décrire cristallisent à ce point la haine d'un pouvoir en pleine dérive totalitaire n'est au fond, si besoin était, que la confirmation de la valeur de leur personne et des positions qu'ils incarnent. Je rappelle très brièvement cette prise de position du rapporteur des Nations Unies à la Commission des droits de l'homme, Dainius Puras, en 2017, appelant l'attention sur le fait qu'il y avait une corruption massive dans le domaine des systèmes de santé, l'aurais-je assez dit, et qu'il fallait absolument protéger les lanceurs d'alerte et donner le pouvoir à la population de dénoncer la corruption. Alors évidemment, tous ces lanceurs d'alerte, tous ces dissidents auxquels nous allons rendre visite, dans un système démocratique sain et normal, sont des gens qui sont reconnus comme des lanceurs d'alerte, comme des consciences, comme des personnes utiles au bien commun par l'intégrité qu'ils déploient. Dans un système totalitaire, ça devient des gêneurs qu'il faut invisibiliser, qu'il faut persécuter et qu'il faut balancer dans l'archipel de la répression. Alors j'aborderai cette question de la dissidence, bien sûr, sous un angle salutogénique. Il ne s'agit pas seulement de décrire l'injustice subie, mais aussi de reconnaître dans ces personnes le courage, la force vitale, le caractère indomptable dont elles font preuve envers et contre tout. La salutaire jeunesse, bien sûr, c'est savoir reconnaître les phénomènes problématiques sans détourner le regard ou vaciller. Non, on regarde ce qu'il y a à voir. Mais c'est aussi voir la puissance de ceux qui agissent et résistent à l'intérieur de ce système. Car ils sont en réalité des exemples et des inspirations pour nous tous. On peut bien sûr rappeler les figures de Rainer Füllmich, cet avocat allemand qui a eu le tort, ô combien, d'ouvrir une commission d'enquête internationale dans laquelle il a fait venir des experts extrêmement compétents pour porter un autre regard sur la crise sanitaire. Il a été l'objet d'une cabale, enlevé illégalement au Mexique avec le concours du gouvernement mexicain. Il s'est fait mettre sur le dos des accusations complètement délirantes pour quiconque connaît le dossier. Le système de la justice allemande a veillé à ce qu'il soit persécuté, privé de ses droits de défense, condamné lourdement pour quelque chose qui ne tient pas la route une seule seconde, et pendant 3 ans et demi, il va subir la prison allemande de manière parfaitement injuste, avec de surcroît un nouveau procès qui s'ouvre pour s'assurer qu'il reste encore plus longtemps à l'ombre. On peut penser à Luc Montagnier, le prix Nobel de médecine, un chercheur absolument génial, qui très tôt a averti sur certaines caractéristiques étonnantes
du coronavirus, mais également de l'injection génique expérimentale et qui a subi un véritable lynchage médiatique. On peut penser à Amin Umlil, docteur en pharmacie, spécialiste en droit et en éthique de la santé, qui, parce qu'il a été témoigné devant une commission d'enquête parlementaire de tous les problèmes relatifs au droit et à l'éthique de la santé qu'il y avait dans la mise sur le marché à marche accélérée des injections géniques expérimentales, a perdu son travail, s'est fait ostraciser. On pourrait même parler de Robert Kennedy Jr., l'actuel ministre de la Santé américain. C'est un avocat qui connaît très bien le domaine de la santé. La seule chose qu'il réclame au sujet des vaccins, c'est qu'il y ait une science solide pour que les parents, les médecins, la société dans son ensemble puissent faire des choix en toute connaissance de cause. Et il est vrai, personne ne peut le nier de bonne foi, qu'il n'existe pas de science intègre pour l'heure actuelle. Il n'y a pas d'études randomisées en double aveugle. Nous aura-t-on assez rappelé par rapport à l'ivermectine et l'hydroxychloroquine que sans études randomisées en double aveugle, on ne pouvait rien dire. On s'est assuré que ces études randomisées en double aveugle de qualité ne soient jamais faites pour l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. On a truqué les protocoles pour empêcher que ça donne des résultats. Et pour les vaccins, on dit non, mais il n'y a pas du tout besoin d'études randomisées en double aveugle. Parmi les personnalités dont je vais aborder le sort et l'action, il y a bien sûr Jacques Beau, colonel à la retraite de l'armée suisse, un des meilleurs experts en géostratégie dont on dispose aujourd'hui, qui avait collaboré dans le cadre de ses fonctions avec l'OTAN et avec l'Organisation des Nations Unies, qui a une capacité d'analyse absolument remarquable, extrêmement objective, non partisane, et qui subit des sanctions de l'Union européenne, mais comme on n'en voit que dans les pires dictatures. Il a été condamné à ce que tous ses avoirs soient gelés. Interdiction de se déplacer. De sorte qu'il ne peut même plus se nourrir, il n'a pas le droit d'aller acheter une baguette de pain. Et si qui que ce soit se targue de lui apporter de la nourriture, il devient complice d'enfreindre les sanctions de l'Union européenne. Ceci à l'issue d'un décret administratif où il n'a jamais été entendu, il n'a jamais été mis en accusation, et pour rien qui d'une manière ou d'une autre ressemble à un crime ou une activité délictuelle. Non, la France a fait pression sur l'Union européenne pour que Jacques Beau soit mis dans un statut de dissident, déchu de l'entier de ses droits personnels, pour avoir eu le tort de porter des analyses particulièrement compétentes sur des sujets que la propagande médiatico-politique veut nous faire croire comme étant d'une certaine manière, alors que, évidemment, elle ne l'est pas. On parlera bien sûr de Blanche Gardin, brillantissime humoriste, qui, parce qu'elle a osé, mais n'est-ce pas juste là, le sens du travail et de l'être d'un humoriste, questionner par l'humour cette adéquation insensée où si on ne soutenait pas le déferlement de violence agi par Israël, alors on était antisémite. Et depuis qu'elle a osé aborder ce sujet, elle n'a plus aucun engagement, elle est totalement mise au banc de la profession. On abordera la figure de Patrick Provost, remarquable chercheur québécois, un des meilleurs de sa génération, spécialisé dans la génétique et dans l'ARN messager. Et parce qu'il a osé mettre en garde, dans son domaine de compétences, sur des choses qui sont absolument indiscutables, a été licencié par son université et est désormais considéré comme un paria à l'intérieur de la profession des chercheurs. Profession des chercheurs qui prête foi aux études falsifiées qui ont été mises sur le marché pour prétendre l'inverse de ce que Patrick Provost a signalé. Nous rencontrerons de très nombreux médecins, chercheurs, scientifiques, journalistes intègres, mais aussi des catégories entières comme les soignants suspendus. Et voyez l'archipel de la dissidence. Combien de Français ignoraient que les soignants suspendus ont été privés de tout moyen de subsistance pendant des mois et des années? Évidemment, si la presse n'en parle pas, si les politiciens ne font qu'accuser lesdits soignants qui font usage de leur droit de disposer de leur propre corps et de leur propre santé comme étant de dangereux complotistes anti-vax et séditieux, oui, la population ne se rend pas compte, et donc toute cette dissidence est archipélisée à l'intérieur du corps social. Je vous donne donc rendez-vous très rapidement pour cette nouvelle série d'épisodes sur l'archipel des dissidents.
Nous aurons également la possibilité de nous appuyer sur ce remarquable ouvrage enfin traduit en français, paru aux éditions Yves Michel de Mathias Desmet, professeur de psychologie à l'université de Gand, Psychologie du totalitarisme, comprendre les mécanismes des totalitarismes contemporains. On avait bien sûr déjà de très bons ouvrages comme celui d'Ariane Biran ou de Marion Saint-Michel. Celui de Mathias Desmet complète encore extrêmement utilement les contributions précédentes. Il a bien entendu été écouté, entendu par la commission d'enquête de Rainer Füllmich et j'aurai, grâce à son autorisation dont je le remercie, l'opportunité de rediffuser l'entretien que Louis Fouché a eu avec Mathias Desmet, tant il est important aussi qu'une compréhension très globale, très aboutie, puisse aussi nous guider dans notre compréhension des choses. Pour terminer, je rappelle que les abonnés à mon programme Haut les cœurs, c'est une possibilité de souscription supplémentaire sur le site de ma web TV, un programme qui, de 15 jours en 15 jours, apporte encore d'autres éléments de compréhension. J'informe donc les participants que la reprise aura lieu mardi prochain, 20 janvier. Il y a ce niveau des phénomènes, mais qui au fond est un peu l'écume des vagues. Et il s'agit, tout en sachant la voir et observer le parcours des vagues, de voir en profondeur qu'est-ce qui fait que notre société qui paraissait protégée en immunité quant à ce genre de dérive les subisse avec ce degré de violence quelques décennies plus tard. Nous commencerons une série à partir d'un texte remarquable écrit par Edgar Morin à la fin du millénaire précédent, 98-99, qui s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Il observait combien penser la complexité était peu présent du système scolaire et académique et intellectuel global, incluant les médias, et c'est précisément une capacité de penser la complexité qui permet de tenir face aux dérives comme celles que nous vivons maintenant. Donc, les personnes que cela intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur mon site. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. Beaucoup d'aventures passionnantes en perspective, bien sûr, dans un contexte qui est particulièrement difficile, mais c'est justement notre grandeur, notre dignité, que celle de pouvoir entretenir notre force vitale, savoir nous générer pour nous-mêmes des espaces de paix, de sérénité, de ressourcement et de vivre ensemble de qualité pour échapper à la fatalité, de la régression dans la résignation et le sentiment d'impuissance, mais au contraire grandir à travers les épreuves. Au fond, plus il nous attaque, plus il nous enfonce, plus il nous invite à développer cette puissance qui n'est pas une recherche du pouvoir et ne le sera jamais, mais juste l'aspiration à ne jamais lâcher sur l'essentiel. Merci et à très bientôt.